Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir dans le tout premier épisode du podcast sur le sujet de l'investissement. Alors, le premier, je l'espère, mais d'une longue liste pour que l'on ait tous les clés nécessaires pour investir en étant débutant. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un spécialiste du domaine qui en parlera du coup bien mieux que moi. Je suis donc ravie de vous présenter notre discussion avec Antoine Ferraillant, qui est directeur de Money One, une société spécialisée dans l'investissement. Alors, l'investissement, c'est donc un univers dans lequel il baigne au quotidien, et ce, depuis de nombreuses années. Vous me connaissez, il ne m'en a pas fallu plus pour attiser ma curiosité. Du coup, Antoine s'est vraiment prêté au jeu d'expliquer comment fonctionne ce domaine à une Madame Fauché qui avait beaucoup de questions, vous pouvez l'imaginer. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange. C'est parti. Bonjour Antoine. Bonjour Laura. Merci de venir au sein du podcast de Madame Fauché. Je suis ravie de t'accueillir. C'est très gentil. Merci à toi de me solliciter pour en faire partie. C'est un plaisir de partager ce moment avec tes auditeurs de Madame Fauché. Super, moi je suis vraiment ravie. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous donner un petit peu ton parcours ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Avec plaisir. Donc, je suis Antoine Ferraillant, j'ai 36 ans. J'ai la chance aujourd'hui de diriger une marque qui s'appelle moneyone.fr D'accord. au sein d'un gestionnaire d'actifs qui s'appelle La Française, qui est elle-même détenue par le Crédit Mutuel. Donc, on est un groupe 100% français. D'accord. Avant d'arriver chez Money One et à la Française, j'ai eu un parcours entre guillemets classique. J'ai fait une école de commerce, je me suis ensuite spécialisé dans l'asset management et Oui. pour je dirais me familiariser avec ce monde et ce milieu, j'ai d'abord travaillé pour Rothschild Compagnie Gestion. D'accord. En tant qu'assistant gérant. Donc là, j'ai vraiment mis je dirais un pied dans la gestion d'actifs et comment se passe la gestion d'actifs. Et D'accord. j'ai ensuite intégré le groupe Société Générale, plus proche du milieu, je dirais, assurantiel, avant de rejoindre la Française, où j'ai d'abord travaillé avec ce qu'on appelle les conseillers en gestion de patrimoine, avant de rejoindre Money One et ce nouveau mode, je dirais, de distribution de produits financiers et de l'épargne de manière générale via du online. Donc c'est un parcours, je D'accord. dirais, classique et à travers lequel j'ai pu petit à petit monter en puissance sur les sujets de l'épargne en général et sur leur mode de distribution. D'accord. Et du coup, ce que tu appelles, l'asset management, c'est la Ouais, gestion d'actifs. Tu peux nous en parler un petit peu plus ? tout à fait. Alors la gestion d'actifs, pour être le plus compréhensible possible, c'est une entreprise qui va venir gérer l'argent qui est confié par nos clients. Et notre D'accord. objectif, c'est de faire fructifier cet argent pour leur en rendre plus lorsqu'ils auront décidé de se retirer de leur investissement. D'accord. Donc ça, on peut parler d'investissement, d'épargne en même temps ? Oui, tout à fait. On peut parler d'investissement et d'épargne en même temps. Euh, on gère les actifs de clients finaux qui, eux, ont des clients, je dirais, physiques, des personnes physiques comme Oui. toi et moi, qui, eux, ont pour objectif
eh bien, de faire fructifier leur argent pour diverses raisons. Il peut y avoir de multiples objectifs à l'épargne. Ça peut être financer les études de ses enfants à terme, préparer Oui. sa retraite, ou tout simplement venir bénéficier d'une jouissance future à travers des biens de consommation ou autres. Et on gère également l'argent de ce qu'on appelle des personnes morales, donc des entreprises, qui, elles, souhaitent placer eh bien, une partie de leur trésorerie pour justement également continuer à faire fructifier et avoir une source de revenus supplémentaire. D'accord, ok. Bon, bah alors on reviendra plus en détail en deuxième partie du podcast, du coup, justement, ce que vous faites au sein de Money One, du coup. Aucun problème. Et moi, j'étais vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui parce que, avec plaisir, et parce que l'investissement, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique et que quand on a commencé à bien gérer son argent, quand on a commencé à rembourser ses dettes s'il y en avait, à vraiment avoir une vision sur le futur, on a un petit peu l'impression que la prochaine étape, c'est l'investissement. Mais quand on débute, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment commencer, on ne sait pas vers qui se tourner. Voilà, c'est quand même un autre monde. Et moi, je ne suis pas spécialiste. Donc voilà, j'avais besoin d'un spécialiste comme toi qui pourrait répondre à toutes les questions, déjà toutes mes questions, et à toutes les questions des personnes qui m'écoutent. Donc, qu'est-ce que l'investissement vraiment? À quoi ça sert? Donc là, tu nous as expliqué que ça nous permettait de financer des projets, etc., ou d'avoir un petit peu plus d'argent. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'organise? Alors, concrètement, l'investissement, c'est l'acte de placer une partie de sa trésorerie à travers des produits pour le faire fructifier. C'est ça l'investissement, la base de l'investissement, c'est ça. J'ai 1 000 euros, je viens placer ces 1 000 euros et à terme, l'objectif, c'est d'en récupérer 1 100, 1 200, etc. etc. Et le potentiel de gain va varier en fonction des produits que je sélectionne. Donc, effectivement, le premier réflexe qu'il faut avoir quand on se dit, tiens, j'ai de l'argent de côté, j'aimerais bien le placer, c'est bien définir ses objectifs. Et regarder ce que l'on souhaite, enfin, à quelle typologie de produit on va adhérer. Certains vont se dire, je mets 1 000 euros, j'accepte le fait de les perdre totalement si ça se passe mal. Et d'autres vont dire, non, c'est 1 000 euros, j'ai mis X mois, X années à les mettre de côté. Hors de question d'avoir un potentiel de perte sur ces 1 000 euros-là. Donc, il faut définir le cadre de risque dans lequel je souhaite m'intégrer. La durée de placement est également très importante, et elle est souvent corrélée au cadre de risque, c'est-à-dire que reprenons l'exemple des 1 000 euros, je mets mes 1 000 euros, si mon objectif est d'en avoir 2 000 dans 10 ans, eh bien je vais m'intéresser à des produits qui vont délivrer un rendement qui va être relativement linéaire et stable dans le temps. D'accord, donc, pardon, excuse-moi, je te coupe. Quand tu dis rendement, c'est quoi? C'est les intérêts? Exactement, le rendement, c'est ce que va me délivrer le produit sur lequel je suis investi. D'accord. Donc, ça peut être de l'assurance vie, ça peut être un livret A. Prenons l'exemple du livret A qui est connu de toutes et tous aujourd'hui. Lorsque je mets mes 1 000 euros sur mon livret A, eh bien, je vais avoir un rendement de 0,50 annuel qui va venir être distribué tous les ans. Et tous les ans, je vais donc toucher le fruit de ce placement-là. De ce placement-là. Ouais, tout à fait. Alors, c'est une question moi, c'est vrai que c'est une question que je me pose beaucoup. Quand les intérêts sont calculés,
Oui. Est-ce que c'est calculé par rapport à la moyenne de ce qu'il y a dans le livret A? Parce que par exemple, livret A ou peu importe, mais par exemple si je mets 1000 euros le premier mois, après je mets 300, après je mets 800, etc. Au bout du sixième mois, j'en Mhm. enlève 1000. Oui. Les intérêts sont calculés sur quelle somme du coup? Est-ce que c'est sur Alors, la moyenne? C'est... les intérêts vont être calculés pro rata temporis, c'est-à-dire je mets 1000 euros le 1er janvier Oui, et au bout de 6 mois, je vais venir rajouter 500 euros. Donc, le calcul de mes intérêts va porter sur les 6 premiers mois de l'année sur mes 1000 euros et d'accord. sur les six restants sur 1500 euros. D'accord, ok. Donc, la banque, l'organisme va prendre la valeur, euh, va proratiser la valeur de notre investissement sur ce rendement. C'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer une moyenne sur les sommes que j'ai pu Mm. verser tout au long de l'année, mais on va vraiment regarder la date à laquelle j'ai mis de l'argent ou je l'ai retiré, et ensuite on va appliquer ce calcul de 0,50 sur la somme et voir combien de temps la somme a été placée. D'accord. Et ça, c'est quelque chose après, le résultat des investissements, enfin des intérêts, c'est quelque chose qu'on reçoit à chaque fin d'année? Oui, tout à fait, c'est annuellement. Alors après, ça dépend des organismes bancaires, mais euh, de mémoire, sur la moyenne, c'est annuellement que cela va être versé. Pour le livret, hein, D'accord. après, il y a des produits sur lesquels vous pouvez toucher des intérêts trimestriellement D'accord. ou annuellement. Ça va vraiment dépendre du produit dans lequel vous allez investir. Ok. Alors, du coup, tout à l'heure, vous parliez d'un investissement qui pouvait être fort en risque, où on Oui, allait voilà, définir le cadre de risque, tout et à il fait. y a d'autres investissements où on a un cadre de risque qui est quand même plus minime. Oui, Quand on débute, quand voilà, moi je suis quelqu'un qui est euh, mis en place une gestion de mon argent, où mhm, chaque mois je décide combien je mets de côté, j'ai oui. remboursé quasiment toutes mes dettes, là je suis prête à investir. Dans quoi dois-je commencer à investir? Alors, c'est une bonne question et Oui, je vais faire une réponse de Normand, elle est propre à chaque individu, mais oui, parce que chaque individu va avoir son propre objectif vis-à-vis de l'épargne. Maintenant, si je débute dans l'investissement et que je suis, euh, j'ai entre 30 et 40 ans, comme tu dis, j'ai commencé à rembourser mon prêt IMO où je l'ai totalement remboursé. Euh, il y a des produits qui sont incontournables, je dirais, pour le commun des mortels. L'assurance vie, d'accord, par exemple, en fait partie. d'accord, Pourquoi? Tout simplement parce que l'assurance vie, déjà, amène un cadre fiscal à terme qui est intéressant. d'accord, On pourra y revenir si tu le souhaites. oui, Et me donne accès à un panel de supports d'investissement à travers lesquels je peux venir diversifier, et ça c'est une des notions qui est très importante lorsqu'on décide d'investir. Euh, d'accord, Tu connais l'adage ne pas mettre tous ses œufs pardon, dans le même panier. oui, Hein, c'est exactement cela, et c'est ce qu'on appelle chez nous la diversification. Et à d'accord, travers l'assurance vie, je vais avoir une multitude de supports qui me permettent de venir m'exposer à différents produits avec différents degrés de risque. Donc, pour répondre à ta question, le plus important va être justement l'objectif de placement que je vais avoir, le temps également. Si je n'ai pas besoin de ces liquidités et que je les place sur une assurance vie, on peut se dire, bien, pendant 10 ans, je vais placer mon argent. Bah, durant ces 10 années, il faut se dire quel est mon objectif. Est-ce que, pour reprendre l'exemple des 1000 euros, est-ce que j'ai un objectif de gagner 100 euros sur 10 ans? Et bien dans ce cas, on va être sur des supports qui sont très légers en risque et donc de fait très légers en revenus, puisque oui, les deux sont corrélés. Il faut bien également avoir ça là en tête, c'est que plus je vais m'exposer sur un produit qui va être risqué, plus mon potentiel de gain est important. A d'accord, contrario, moins je vais m'exposer à du risque, plus, plus mon retour sur investissement sera faible. Donc, d'accord,
Ce qui est intéressant dans l'assurance vie, c'est que la multitude des supports va me permettre justement une diversification et de me dire, bah tiens, sur mes 1000 euros, je peux peut-être en placer 800 sur un support qui est relativement faible en risque et je peux aller chercher un petit peu de diversification et un petit peu de risque sur les 200 euros restants. Et donc, l'assurance vie permet justement le fait d'avoir eh bien, le choix dans les supports d'investissement que l'on souhaite avoir et justement de diversifier son risque à travers ces supports d'investissement-là. Donc c'est une première, je dirais, une première pierre à l'édifice dans la démarche d'épargner. Oui. Après, il en existe d'autres. Hein. Par exemple, donc, nous, sur moneyone.fr, on distribue majoritairement un produit qui s'appelle la SCPI. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou si on reviendra sur ce sujet plus tard. Oui, on va y revenir après avec l'assurance vie. Oui. Ouais, ok, aucun problème. Et bien, c'est un produit qui permet également aux investisseurs de mettre un premier pied dans le monde de l'épargne avec un cadre de risque qui est propre à celui de l'immobilier puisque les sous-jacents sont des sous-jacents immobiliers. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'assurance vie est le placement préféré des Français, c'est le placement pour lequel il y a le plus de capitaux engagés. Mais est-ce que c'est le meilleur du coup? Le meilleur, une fois de plus, pour se dire que c'est le meilleur, c'est parce qu'il répond à 100% de mes objectifs. D'accord. Donc, si j'ai en tête, typiquement, je vais prendre un cas qui m'est propre. Je suis papa de 2 enfants. Eh bien, aujourd'hui, je préfère placer 50 euros tous les mois sur un support d'assurance vie ou sur de la SCPI. D'accord. Tout simplement parce que, pour le compte de mes enfants, justement, c'est pour ça que je vous parle de mes enfants, tout simplement parce que je sais que cette épargne va rester bloquée jusqu'à leur majorité. Donc j'ai du temps, je vais pouvoir bénéficier d'un cadre, notamment sur l'assurance vie, du cadre fiscal qui est intéressant sur la durée. Et le but pour moi est de faire fructifier cet argent dans un cadre de risque qui est encadré, parce que cet argent va rester, je dirais, longtemps sur le support, et que l'objectif, c'est que mes enfants puissent en bénéficier à leur majorité. Donc, à long terme, en fait. À l'instant T, dans ma problématique, ce produit répond à mes objectifs d'investissement. Donc, pour moi, c'est le meilleur. Par contre, pour mon voisin, est-ce que c'est le meilleur si ou prenons une personne plus âgée qui a 80 ans, est-ce que l'assurance vie sera le meilleur produit pour placer ses liquidités? Eh bien, il y aura des questions complémentaires à lui poser et peut-être que ce produit-là, sur sa problématique qui lui est propre, ne sera pas forcément le meilleur. Mais je dirais que si l'assurance vie attire autant de capital, autant d'argent, c'est parce qu'il répond à la grande majorité des problématiques des investisseurs. D'accord. Oui, surtout que donc, ce que j'ai vu sur l'assurance vie, c'est qu'on pouvait choisir justement les types de profils d'investissement qu'on voulait avoir. Tout à fait. L'assurance vie, les contrats d'assurance vous permettent... alors, chaque contrat a sa propre particularité, mais vous avez dans l'assurance vie une gestion dite libre, où là, vous avez accès à tous les supports d'investissement que l'assureur peut vous proposer. Donc là, vous allez vous-même ou alors la personne qui vous accompagne dans votre démarche. Typiquement, moneyone.fr, on accompagne les épargnants dans leur démarche. L'objectif pour nous est de venir justement démocratiser ces produits-là à travers plusieurs choses. La démarche online, par exemple, à travers la manière dont on va parler de cette épargne. Si on utilise un phrasé très compliqué avec le propre vocabulaire de la gestion d'actifs, on va peut-être perdre un petit peu de notre audience. Nous, le but, c'est de venir démocratiser tout ça et d'accompagner les personnes qui mettent un premier pas dans l'épargne, dans leur investissement. Donc cette gestion libre, nous, on va venir, je dirais,
orienter nos clients dans, dans cette démarche d'investissement, en définissant avec eux le cadre de risque et en leur proposant je dirais, l'allocation. Donc, quand on parle d'allocation, c'est ce que je vais mettre dans mon panier euh, D'accord. en sélection de mes supports d'investissement. Donc ça, c'est la gestion libre. Et il y a également une gestion dite pilotée, où là, les clients ne s'occupent entre guillemets de rien. Ils confient leur argent à des professionnels de la gestion et qui vont gérer et piloter leur épargne de façon, je dirais, automatique. Et cette gestion pilotée également propose différents cadres de risque. Vous pouvez avoir une gestion pilotée très dynamique qui va être investie uniquement sur le marché des actions, par exemple. Le marché D'accord. des actions, donc qui parle à tout le monde, l'indice boursier CAC 40, voilà, je pense que ça parle à tout le monde. Et le marché action est réputé pour être celui qui est le plus risqué. Euh, eh bien, on va avoir des gestions pilotées qui s'inscrivent dans ce cadre de risque-là. Et puis, vous en avez d'autres qui peuvent être très défensives et qui vont investir sur des produits qui sont dans un cadre de risque beaucoup plus restreint. Et donc, ça permet justement à l'investisseur de venir s'exposer sur la typologie de produits qu'il souhaite, ou Qu'il même de préfère, oui. venir potentiellement mixer les différents profils pour se diversifier et, euh, et venir dynamiser une partie de l'épargne s'il souhaite le faire. D'accord. Et du coup, c'est de quel type de produit moins risqué dont tu parles, par exemple pour l'assurance vie? Alors, par exemple, ça peut être le marché. Alors, déjà, ce qui est propre à l'assurance, c'est que vous avez ce qui s'appelle un support euro. C'est le D'accord. fonds en euros des assureurs. C'est un support qui est à 100% garanti en capital et qui va venir, C'est-à-dire? c'est-à-dire, vous mettez Ouais. 100, Ouais. votre espérance de perte, elle est nulle. Vous Ok. êtes, le contrat que vous donne l'assureur à travers ce support, le contrat que vous faites avec l'assureur, c'est qu'à terme, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, Mm. quelle que soit la durée, les Oui. 1000 euros que vous allez placer sur le fonds en euros, vous ne pourrez pas, l'assureur ne pourra pas vous rendre moins que ces 1000 euros-là. D'accord. Donc je suis assurée du Exactement. fait Donc que moi, ce que j'ai donné, je vais le recevoir dans tous les cas, même si j'ai rien gagné tout ou à fait. quoi que ce soit. Alors, c'est D'accord. un vrai avantage. Et D'accord. d'ailleurs, c'est unique, hein. On est en France, par exemple, si on se compare à nos voisins de l'Europe, on est le seul pays à offrir cette typologie d'investissement aux investisseurs. D'accord. Donc Ça ça, c'est n'existe sur toutes les assurances vie. sur toutes les assurances vie. Il y a un D'accord. support en euros sur lequel vous allez pouvoir venir vous exposer. La contrepartie de ça, c'est que vous avez une espérance de gain qui est faible. D'accord. Étant donné que l'assureur vient garantir votre capital, vous avez une espérance de gain. Pour vous donner un ordre d'idée, vous allez gagner entre 0,8% et 1% de rendement annuel sur ce type d'investissement-là. Sur D'accord. les fonds en euros dits classiques. Ensuite, vous avez les assureurs, justement, cherchent à se diversifier et à diversifier leurs fonds en euros pour parfois aller chercher un petit peu plus de rendement sur ce support d'investissement-là. La D'accord. contrepartie également, c'est que aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre 100% de votre épargne sur le fonds en euros. Généralement, l'assureur va vous bloquer à hauteur de 50% sur cet investissement-là. D'accord, ok. Et donc là, par exemple, si moi je me dis, bon, bah, je veux avoir mon argent garanti, Oui, si je veux gagner plus d'argent, si je veux que mes intérêts soient plus importants, il oui, faut que j'abandonne un petit peu cette idée de... comment t'as appelé ça, le fonds en euros garanti, c'est ça? oui, tout à fait. Il faut que j'abandonne ce côté-là, Alors, si je veux plus d'intérêts. il faut accepter de prendre du risque par rapport à son investissement. Alors, quand je dis du risque, ça ne veut pas dire aller euh, être investi à 100% sur le support le plus risqué. Hein. Justement, ce qui est D'accord, bien dans l'assurance vie, c'est que vous avez une multitude de supports vous permettant justement de vous exposer de différentes manières à différents degrés de risque. Mais aujourd'hui, le fonds en euros, pour de multitudes de raisons, notamment
le coût que cela a pour un assureur, eh bien le fonds en euros va être limité en termes d'exposition. Et donc, effectivement, l'assureur va dire à ses assurés, vous pouvez venir vous exposer à hauteur de 50% sur le fonds en euros. Par contre, les 50 autres restants, il va falloir les exposer sur ce que l'on appelle des unités de compte. Donc, c'est les D'accord. supports qui sont disponibles dans le contrat d'assurance vie. Et donc là, vous allez retrouver une multitude de choses. Vous allez retrouver de l'action, vous allez retrouver le marché obligataire, vous allez retrouver des supports immobiliers comme les SCPI. Et d'ailleurs, le faire dans l'assurance vie, c'est assez intéressant parce que vous bénéficiez d'un cadre de risque propre à celui de l'immobilier et, D'accord. et l'assureur va venir apporter cette notion de liquidité, c'est-à-dire que vous pouvez acheter et revendre quand bon vous semble. Donc ça, c'est important également pour D'accord. les potentiels investisseurs. Parce que ça, c'est quelque chose qui est pas faisable dans tous les investissements, la liquidité. Donc, si je comprends Exactement. bien, la liquidité, c'est le fait de pouvoir récupérer l'argent qu'on a investi plus Oui, les potentiels gains oui, assez rapidement. tout à fait. C'est ça? C'est exactement ça la liquidité. C'est le fait tu l'as parfaitement expliqué, c'est le fait de pouvoir rentrer sur un produit et d'en sortir quand on le souhaite. Alors, Ok. il y a certains produits qui sont liquides, donc on va dire liquides, sur lesquels vous pouvez rentrer et sortir de manière très, très facile. C'est Après, il lesquels? faut... Comment? C'est lesquels Bah, qui sont plus typiquement, liquides? le livret A est un produit liquide, Oui. mais sur lequel vous avez un potentiel de gain relativement faible. L'assurance vie en est un également. Et l'assurance vie, par exemple, c'est un bon exemple, l'assurance vie. J'ai 1000 euros, je mets Oui. 500 euros sur mon support en euros, qui est totalement liquide, lui également. Vous pouvez rentrer et sortir. Et le calcul des intérêts se fera, comme on l'a expliqué au tout Juste départ, avant? ouais, tout à fait, au prorata temporis. Vous pouvez rentrer, sortir au moment que vous le voulez. L'assureur, lui, va calculer combien de temps vous êtes resté sur ce fonds en euros et appliquer le pourcentage de gain sur la durée de détention. Par D'accord. contre, les 500 euros restants, bah, je vais les mettre sur de l'action. Enfin, je vais mettre 250 euros sur de l'action pour aller chercher un petit peu de performance et de dynamisme dans mon allocation. Et les 500 euros restants, je vais les mettre sur de la SCPI, par exemple. Il faut D'accord. également comprendre qu'il y a des frais sous-jacents, et ça, c'est un point qu'il faut également aborder et qu'il faut regarder quand on est un jeune investisseur et qu'on souhaite s'intéresser au sujet d'épargne, parce que en fonction, en fonction du distributeur, certains produits vont avoir une rentabilité différente du fait des frais qui sont Hmm. appliqués sur ce produit. Donc ça, il faut également bien s'intéresser à cela. Mais reprenons l'exemple de l'assurance vie. Je mets 250 euros sur la SCPI. La SCPI va avoir un niveau de frais qui va être supérieur à celui du marché action. Donc mon produit est liquide. Par contre, j'ai un niveau de frais qui va demander un certain temps de placement pour amortir ces frais. Et D'accord. parfois, investir sur un produit totalement liquide, mais qui est fortement chargé en frais, si je mets 100 euros sur un produit fortement chargé en frais, mais totalement liquide au mois de janvier, et que je viens les retirer, par exemple, au mois de février, parce que j'ai besoin de venir acheter une voiture, par exemple, ou j'ai un besoin immédiat qui m'est propre ou pour mon foyer, eh bien, si je retire cet argent au mois de février, j'aurai potentiellement une perte puisque je n'aurai pas amorti les frais qui sont inclus dans mon investissement. Donc il faut également D'accord. faire attention à ça. Et où est-ce qu'on peut trouver les endroits ou les investissements où on va avoir le moins de frais? Alors, ça va dépendre de beaucoup de business models J'imagine. de chaque je dirais, entité qui va venir distribuer les produits. Oui. Aujourd'hui, le online, évidemment, je dirais les distributeurs online aujourd'hui affichent les contrats et les produits qui sont le moins chargés en frais, D'accord. parce qu'ils ont également des coûts de structure qui sont plus faibles Moindre. que, qu'une, qu'une boutique qui aurait pignon sur rue, par exemple. Donc, aujourd'hui, si on s'intéresse au sujet d'épargne et qu'on est conquis par le digital,
dirais qu'il faut, oui, s'intéresser à cela et regarder les acteurs sur le web qui me permettent justement de mettre un premier pied dans l'épargne. Et ensuite, vous avez une multitude de sites qui comparent justement les frais des différents contrats. Alors, ça peut être les différents frais des contrats d'assurance vie, ça peut être les frais des SCPI. Euh, et donc, voilà, il y a un niveau, je dirais, aujourd'hui, d'information et de transparence pour l'investisseur qui permet à tout à chacun de prendre, je dirais, sa bonne décision et de voir quel est le distributeur qui est le mieux disant en termes de frais. Et nous, le parti pris que l'on a chez MoneyOne.fr, justement, c'est que le distributeur peut également être une source de performance. Donc, typiquement, nous, on va, sur les produits SCPI, par exemple, on va venir booster un petit peu le rendement en abandonnant une partie de notre marge parce qu'on estime que ces sujets d'épargne, eh bien le distributeur se doit également d'avoir un rôle dans la performance du produit. D'accord. Donc vous faites le choix en fait d'abandonner quelques frais que vous pourriez mettre en place pour faire en sorte qu'il y ait des meilleurs rendements. Exactement, tout à fait. D'accord. Typiquement, sur la SCPI, on y reviendra par la suite, mais on abandonne une partie des frais de notre marge. Et par exemple, sur l'assurance vie, typiquement l'assurance vie aujourd'hui, certains distributeurs vont prendre des frais d'entrée, c'est-à-dire que vous allez voir un courtier, je voudrais une assurance vie, peut-être que ce courtier va appliquer des frais à l'entrée, entre 0,5 et 1%, il y a des contrats qui vont même jusqu'à 5% de frais à l'entrée. Alors je connais très peu d'acteurs aujourd'hui qui appliquent cette tarification, maintenant ça peut arriver. Donc à partir de 5%, c'est trop. Il faut se dire non là c'est trop, il faut que j'aille Aujourd'hui, sur l'assurance comparer. vie, très sincèrement, bon nombre d'acteurs appliquent 0% de frais d'entrée, ce que nous on fait également. Donc, et encore plus sur un contrat digital, sincèrement, aujourd'hui, payer des frais à l'entrée sur un contrat d'assurance vie, je ne vais pas dire que c'est d'un autre temps, mais presque. D'accord. Il faut être attentif à ça et en tout cas, dans la négociation que peuvent avoir tes auditeurs ou tout à chacun vis-à-vis de son courtier ou n'importe qui commercialiserait. Alors, non pas n'importe qui parce que c'est réglementé, mais c'était pour prendre un exemple. Appliquer des frais à l'entrée sur l'assurance vie, très sincèrement, aujourd'hui, il est très facile de trouver des contrats qui sont à 0% de frais d'entrée. Donc, en fonction des distributeurs, vous allez avoir des tarifications différentes. Et donc, cette tarification aura, in fine, une influence sur le rendement de tout à chacun. Donc, voilà, nous, on prône le fait qu'en tant que distributeur, on se doit d'avoir un impact positif sur l'épargne de nos clients. D'accord. Oui, c'est vrai que si les gains que l'on a sont mangés en fait par les frais, du coup, il n'y a pas grand intérêt. Alors peut-être que oui, ça permet de faire en sorte que notre argent soit placé, qu'on ne l'utilise pas, qu'au moins on met de côté. Mais l'objectif dans l'investissement, il est vrai, c'est quand même de faire fructifier son argent. Donc je te rejoins parfaitement sur le fait que si mes gains sont totalement gommés par des frais qui sont exorbitants, ça sert à rien de prendre du risque et de s'exposer à de l'épargne. Oui. Mieux vaut garder son argent sur le livret A, par exemple, qui ne va pas être chargé et sur lequel je vais avoir une garantie du capital, de la liquidité et des gains, même s'ils sont relativement faibles. Et justement, du coup, pour le livret A, je voulais en parler avec toi. Beaucoup de personnes nous disent que le livret A aujourd'hui ne gagne plus et qu'il n'est plus, il ne permet plus de gagner même autant que ce que l'inflation inflige à la baisse de capital, enfin la baisse de valeur de l'euro, si j'ai bien compris. Donc, quel est ton avis là-dessus ? Est-ce que on perd notre argent sur le livret A ? Et est-ce qu'on doit complètement enlever le fait d'avoir un livret A dans notre épargne ? Alors, c'est une très bonne question.
Le livret A aujourd'hui, tout le monde, quasiment tout le monde en a un. Oui. Euh, Parce qu'il va, pour toutes les raisons qu'on a abordées ensemble avant, parce qu'il apporte le support est liquide, il est garanti en capital, etc. etc. Par contre, il est vrai qu'aujourd'hui, le livret A distribue, enfin, affiche une performance qui est relativement faible et qui décroît, je dirais, dans le temps. D'accord. Pour la simple et bonne raison que le livret A est le reflet de l'investissement sans risque. Et l'investissement sans risque aujourd'hui, ça va être par exemple une obligation française. Et les obligations françaises aujourd'hui, elles sont en territoire négatif. C'est-à-dire que quand je décide et c'est parfois dur à comprendre, mais de se dire qu'est-ce que des taux négatifs, pourquoi lorsque je mets de l'argent sur une obligation française, eh bien je vais avoir moins d'argent qu'auparavant, mais c'est effectivement le cas. Aujourd'hui, on est sur des taux qui sont négatifs. Et donc, ces livrets A sont le reflet justement de ces obligations. Et donc, de fait, plus on va continuer à vivre dans des territoires, ou en tout cas dans une période où les taux seront négatifs et resteront durablement bas, plus ces actifs sans risque ces investissements sans risque qui sont basés sur justement le reflet de ces taux-là, eh bien, moins on aura une rémunération qui est importante. Typiquement, le livret A, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, dans les années 2000, par exemple, le livret A, c'était 3% de rendement. D'accord. En 2010, on est tombé à 1,75. Et aujourd'hui, on est à 0,50. Tout simplement parce que les taux n'ont fait que baisser. Et comme, c'est ce que j'essayais d'expliquer, comme le calcul de ces intérêts est basé sur ces taux-là, parce que derrière, ce que va faire la banque pour apporter cette garantie de capital et apporter cette liquidité, les sommes investies sur le livret A ne vont pas être réinjectées par l'organisme bancaire sur le marché action, par exemple, parce qu'il prendrait trop de risques si jamais tout le monde veut retirer ses liquidités de son livret A et qu'à l'instant T, la banque qui a placé l'argent collecté sur le marché action et qu'elle en a perdu la moitié, eh bien, elle sera en incapacité de rendre l'argent aux investisseurs. Donc, de fait, elle va placer l'argent collecté sur des obligations à très faible rendement. Et donc, de fait, vous avez un rendement qui est très, très faible. Qui est très faible. Donc, ça, c'est le premier point sur ta question. Et le second, c'est effectivement cette notion d'inflation. Donc, c'est à quelle vitesse progresse la valeur intrinsèque de ma monnaie. Et effectivement, on a aujourd'hui un niveau d'inflation qui est supérieur à 0,50. Donc ça, c'est sûr. C'est vraiment supérieur au temps de rendement du livret A. Tout à fait. Donc, effectivement, alors, se dire qu'on perd de l'argent, on n'en perd pas. Je mets mes 1000 euros sur mon livret A, je vais récupérer 1001 euros, enfin 1005 euros au bout d'un an. Donc, je n'ai pas perdu d'argent facialement. Par contre, la valeur de mon gain potentiel va accélérer moins vite que la progression de la valeur de la monnaie en elle-même. C'est en ce sens-là qu'on se dit qu'on perd de l'argent. Donc on ne va pas forcément perdre de l'argent, par contre on va en gagner beaucoup moins que le niveau intrinsèque de la valeur de l'argent. Je ne sais pas si j'ai été clair. En fait, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec mes 1000 euros, je les mets dans l'épargne. Si dans un an, je suis à 1000,05, si j'ai bien compris, ces 1000 euros, je pourrais acheter moins de choses en soi avec ces 1000 euros-là, parce que mon argent aura moins de valeur. Tout à fait. D'accord. C'est exactement ça. D'accord. Et donc, tout à l'heure, tu m'as éclairé une petite lanterne. En fait, parce que j'essaie vraiment de comprendre tout le système qui est vraiment nouveau pour moi.
En fait, l'argent que moi je mets sur mon livret, donc tu me diras, du coup c'est sur tous les livrets, sur tous les investissements, mais par exemple mon livret A, moi je mets de l'argent sur mon livret A, la banque va aller investir cet argent-là pour faire en sorte que j'ai des intérêts. Et c'est de là que viennent les intérêts. C'est Tout à toujours... fait. Ok. Tout à fait. Et la banque, elle a le choix de l'investir dans ce qu'elle veut et ce qu'elle juge du coup en accord avec le taux de rentabilité qu'on attend de ce livret-là. Tout à fait. C'est Ok, exactement ça. Et c'est pour ça que d'accord. la banque ne va pas prendre un niveau de risque trop important. Par exemple, si on reprend l'exemple du livret A, ne va pas prendre un niveau de risque trop important, mais tout simplement parce que si demain, l'argent qui a été collecté sur le livret A est réinvesti de l'autre côté, c'est ce que je te disais tout à l'heure, sur un produit très risqué et qu'elle perd 100% par exemple, et bien de fait, elle va devoir aller chercher sur d'autres réserves Hmm. pour pouvoir fournir l'argent placé par les investisseurs sur le livret A. Et Donc, c'est ce quoi comme que réserve? ça peut être ses fonds propres et justement des réserves dans leur bilan qui sont constituées justement en cas de coup D'accord, dur pour justement apporter la liquidité et les sommes qui sont investies par les épargnants. Donc, d'accord. ta première question était est-ce que le livret A aujourd'hui a toujours du sens ou est-ce que je perds de l'argent? Je dirais qu'aujourd'hui, le livret A, si on a un peu de liquidité de côté, typiquement, à titre perso, moi, le livret A, c'est ma poche de cash, entre guillemets. C'est Hmm. l'argent que tous les mois, je vais arriver ou non à mettre de côté. Il y a des mois où on se fait plus plaisir que d'autres et il faut le Oui, faire. C'est voilà. également un deuxième. Si je peux donner un conseil, c'est également Oui, faut savoir se faire plaisir. ouais, Et donc, moi, je vais venir, ça va être ma poche, je dirais, de cash, entre guillemets. Je vais d'accord, mettre 100 euros, 50 euros de côté par mois, je vais le mettre sur mon livret A parce que je sais que le mois suivant, je peux potentiellement venir piocher les 50 euros que j'ai mis de côté pour, pour m'acheter je ne sais quoi. oui, Et parallèlement à cela, il faut avoir des supports type assurance vie, SCPI, où là, je vais avoir une durée de détention qui va être beaucoup plus long terme et sur lequel je vais avoir bien évidemment une espérance de gain qui va être beaucoup plus élevée que celle du livret A. Donc, d'accord. une fois de plus, ça va dépendre des objectifs de chacun. Mais j'aime bien reprendre cet exemple. Moi, quand on est jeune parent, par exemple, ou quand les grands-parents aiment bien donner X euros à la naissance d'un enfant et peut-être tous les mois pour pour se constituer un capital, bah, typiquement, là, le mettre sur un livret A, oui, je trouve ça vraiment dommage parce que vous avez une durée de détention qui va être très long terme et en plus de ça, vous avez un potentiel de gain qui est vraiment très faible par rapport à ce qu'on est capable de découvrir par ailleurs. D'accord, ok. Donc là, si je comprends bien, l'investissement, donc par exemple l'assurance vie, SCPI, c'est vraiment des choses qu'on fait sur le long terme pour des projets long terme et faut pas se dire que dans 2 ans on va retirer l'argent ou que voilà qu'on va avoir des gains de fou au bout de quelques mois, quelques années. Une fois sur quel support, excuse-moi, sur la. Par exemple, le petit billet ou le petit chèque des grands-parents pour les enfants, si Oui, c'est quelque chose qu'on veut garder sur le long terme et faire fructifier, oui, c'est pas dans 4 mois qu'on va avoir des retours sur investissement. C'est des choses auxquelles il faut penser et se dire, bon, bah, ça viendra dans quelques années, mais il faut être patient et que nos résultats arriveront dans quelques années. oui, tout à fait. Et Oui, tout va dépendre une fois de plus du support sur lequel on les investit. Mais quand on est sur une logique de détention long terme, effectivement, il faut pas regarder tous les jours combien j'ai gagné. Il faut être patient et remettre une fois de plus à chaque fois son investissement dans le contexte. Pourquoi je fais cet investissement Euh, et quel est mon but? Donc et je sais que c'est parfois difficile de se dire bah, tiens, j'ai placé ça, ça m'a toujours pas délivré beaucoup de rendement, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'irai pas sur quelque chose de plus risqué parce que, bah, in fine, je suis prêt à supporter plus de risques. Et c'est ce qui est également pratique dans l'assurance vie, c'est que vous pouvez changer vos supports au rythme que vous le souhaitez.
Vous pouvez mettre pendant 6 mois, vous pouvez être pendant 6 mois très offensif parce que vous avez ce qu'on appelle un point d'entrée, c'est-à-dire il y a une forte, une forte baisse des marchés actions, par exemple. Donc, de fait, D'accord. ça devient intéressant de l'acheter parce que ça vaut pas très cher et j'ai un potentiel de revalorisation qui est important. Donc, je vais mettre sur ce support pendant 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, une fois que mes gains seront suffisamment, ou que je les juge suffisamment euh, importants, je vais couper cette position-là pour aller sur pour aller sur un autre support d'investissement. Donc, effectivement, il faut être dans une logique de détention long terme. Il faut être patient et il faut se dire que le fruit de mon investissement va se faire pas à pas dans la durée et effectivement pas du jour au lendemain. Sauf si on accepte de se dire, tiens, je vais sur un produit très risqué. Il y a des produits très risqués sur lesquels vous pouvez perdre 100%, mais sur lesquels vous pouvez potentiellement doubler, voire tripler votre mise sur un laps de temps qui est très très court. Mais dans ce cas, il faut accepter et de se dire, je suis prêt à perdre 100%. Mm. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, d'investissements qui auraient pu se doubler, tripler les derniers mois, les dernières années? Là, je sais que dernièrement, on parle beaucoup de Tesla, Oui. mais est-ce que, voilà, quel type d'investissements ont été bons de faire les mois avant, les années avant? Alors, généralement, quand on part sur des valorisations à deux chiffres, des performances à deux chiffres, c'est-à-dire faire plus de 10%, voire à trois chiffres, D'accord, on est généralement sur le marché dit action, puisque c'est celui qui vous apporte le plus de risques et donc les valorisations les plus importantes. Donc effectivement, il y a bon nombre de valeurs qui ont très très bien fonctionné. Tu as cité Tesla. Tesla en est un très bon exemple. Sur l'année 2020, étant donné la période délicate que l'on vit, il y a des valeurs technologiques, donc eBay, PayPal, Amazon, toutes toutes ces entreprises qui sont sur le créneau du digital et de l'achat online, Netflix, ont eu le vent en poupe, et bien parce qu'ils ont doublé voire triplé peut-être leur nombre de clients en cette période-là, étant oui. donné qu'on ne pouvait pas sortir, bah on a privilégié ce mode d'acquisition. Mm. On a compensé. Exactement. Et donc, de fait, ces valeurs-là, les valeurs technologiques, se sont très très bien comportées sur l'année 2020. Il y a un indice qui est un indice américain qui s'appelle le Nasdaq, qui représente l'ensemble de ces valeurs-là et qui a quasiment fait plus de 50% sur l'année 2020. Donc, l'ensemble de ces valeurs-là ont très bien fonctionné. Euh, D'accord. la Française des Jeux, qui est récemment entrée sur le marché, en un an, a une performance à deux chiffres qui est très significative. Donc, ça fait partie des rendements, des placements, je dirais, le marché action qui a bien fonctionné, mais en fonction de la typologie de chaque business model. Euh, Typiquement, euh, prenons les valeurs du secteur du luxe. Bah, typiquement, l'année dernière, elles ont un petit peu plus souffert pour la simple et bonne raison que bah, le commun des mortels, étant donné il est dans une zone d'incertitude, bah, il va d'abord privilégier son cash pour se nourrir ou payer son loyer ou son crédit plutôt que d'aller s'acheter un sac Vuitton ou autre dans cette période-là. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple? Typiquement, bah, récemment, avec Pfizer, quand ils ont annoncé qu'ils avaient un vaccin sur la Covid-19, bah, immédiatement, il y a eu un effet positif sur le cours de l'action. D'accord. Donc, ça va vraiment dépendre je dirais qu'il y a surtout, et ça, il faut l'avoir en tête, il n'y a pas de martingale. Sur le marché action, il va y avoir je dirais, euh, différentes valorisations qui seront propres au business model et au marché de chaque entreprise. D'accord. Et donc, là, on est d'accord, on parle d'actions. Oui.
Euh, Moi, si j'ai une assurance vie, l'argent est investi dans les actions, aussi, tu en as parlé dans les SCPI. Oui. Ça peut être investi dans d'autres choses. Ça peut être investi sur le marché obligataire, ça peut être investi C'est quoi le sur... marché obligataire? Alors, le marché obligataire, lorsque j'achète une action, je vais acheter une part du capital de l'entreprise. Hmm. Donc, je deviens, entre guillemets, propriétaire d'une fraction de l'entreprise. Le marché obligataire, c'est l'inverse. Lorsqu'une entreprise souhaite, typiquement, prenons un exemple très simple. Laura, Madame Fauché, tu souhaites que ton podcast prenne de plus en plus d'ampleur et tu as besoin, par exemple, de t'acheter du matériel euh, pour bien enregistrer ton podcast. Oui, Tu as besoin d'argent justement pour faire grossir ta société. Eh bien, tu vas émettre ce qu'on appelle une obligation, donc une créance. Et tu d'accord. vas dire à tes investisseurs, si vous me prêtez 1000 euros, moi, avec ces 1000 euros, je vais m'acheter du matériel. Par contre, la contrepartie, c'est que le contrat, c'est que je vais vous en rendre 1050 au bout d'un an. Et donc, justement, le marché obligataire, c'est ça. Les entreprises euh, vont émettre un titre de créance que l'individu va acheter et il aura un rendement en face de ce titre de créance. Et donc, c'est le, c'est le pendant du marché action. D'accord. Et le rendement va être calculé en fonction, une fois de plus, du risque que je suis prêt à prendre. Donc, les entreprises vont être notées. Et en fonction de cette notation, je vais avoir un rendement. Donc, les entreprises les mieux notées auront un rendement qui va être faible parce que le risque sera faible. Et les entreprises qui sont le moins bien notées vont afficher un rendement qui va être plus attractif, mais parce que le risque sera également plus important. Donc typiquement, reprenons l'exemple des obligations d'État, les obligations françaises, elles s'appellent l'OAT. Eh D'accord. bien, j'ai une notation qui est excellente, mais j'ai un rendement qui est très très faible. Et donc c'est ça le marché obligataire. D'accord. Je vais acheter un titre de créance. Je choisis de prêter de l'argent à une entreprise qui va me le rendre sous forme de rendement également annuel. Ce qu'on appelle, d'ailleurs, si tes auditeurs lisent des articles ou autres sur le marché obligataire, le rendement, on appelle ça le coupon. D'accord. Et donc le coupon va être égal à 1, 2, 5, 10% en fonction du degré de risque que je suis prêt à prendre sur ce marché-là. Ok. Bah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que, bon, j'avais déjà entendu ces termes-là. Mmh. Marché obligataire, t'as dit obligation du marché français? Obligation, oui, enfin du marché. Obligation française, c'est Obligation française. justement comment l'État français va se refinancer. Eh Hmm. bien, elle va émettre des obligations et donc ils vont collecter l'argent qui est investi par les investisseurs. La contrepartie, c'est que l'État français va dire je vais vous rémunérer à hauteur de temps. Et donc Ok. aujourd'hui, c'est l'investissement, je dirais, en tout cas l'espérance de gain le plus faible que l'on peut avoir, puisqu'on est dans un cadre de risque qui est quasi nul. Et D'accord. donc, de fait, on a un rendement qui est faible. Par contre, vous avez des obligations. Reprenons l'exemple de Tesla. Tesla, même si ça a le vent en poupe, par exemple, sur la thématique des voitures électriques, etc., si on regarde le business model de Tesla, lui, son objectif, c'est arriver à conquérir, entre guillemets, l'univers aérospatial. Et donc, de Oui. fait, aujourd'hui, Tesla perd, entre guillemets, de l'argent. Et donc, de fait, son obligation va rémunérer plus que les obligations françaises, par exemple. Quand je dis France, françaises, c'est les obligations émises par l'État français, non pas émises par les entreprises françaises. Et donc, de fait, étant donné que je prends un risque plus important, je vais avoir un rendement qui va être plus important. D'accord.
Ok. Mais c'est fou, je suis en train de comprendre pourquoi, enfin, c'est quand même quelque chose il faut vraiment s'y intéresser, passer du temps pour vraiment tout comprendre, parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est contraire un petit peu à la logique de base, de dire, bon, bah, les rendements sont, enfin, comment dire, c'est pas trop risqué, les rendements sont bons, enfin, que là, on est vraiment sur un équilibre. Les rendements sont très importants parce que c'est risqué et les rendements sont moins importants parce que c'est peu risqué. Alors que moi, de premier abord, je me serais dit, bon, bah, soit il y a quelque chose qui est tout positif, soit quelque chose qui est tout négatif, il faut absolument pas aller dedans. Donc c'est vraiment, en fait, une gymnastique mentale de comprendre que c'est un équilibre, qu'il n'y a pas de... Enfin, tu me diras du coup si je me trompe, mais il n'y a pas de bon investissement ou de mauvais investissement, c'est vraiment en fonction de notre projet, de notre goût du risque et de la durée que l'on veut, enfin, la durée dans laquelle on veut investir en fait. Exactement, c'est exactement ça. La- la- le degré de risque qu'on est prêt à prendre, il est propre à chaque individu. Et donc, de fait, certains produits vont correspondre euh, à certaines personnes et d'autres, ce sera complètement l'inverse. Donc, c'est Mm. vraiment comment on appréhende le sujet de l'épargne euh, et vraiment arriver à se dire que clarifier ses objectifs, clarifier ses objectifs dans le temps. Et après, en fonction de mes objectifs, je vais regarder quel degré de risque je suis prêt à prendre pour répondre à cet objectif-là. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Et ensuite, il faut, comme tu le disais, il faut investir ce dans quoi, on a des croyances et surtout, il faut bien comprendre le produit dans lequel on investit parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de ne pas comprendre pourquoi on perd de l'argent parce que j'ai mal été renseigné en amont et, et je n'ai pas compris ce dans quoi j'investissais. Donc ça, Mm. c'est également important de bien comprendre ce dans quoi on investit, tout simplement parce que après, si déconvenu il y a, et une fois de plus, il n'y a pas de martingale, hein, on peut se retrouver en territoire négatif, même si il y a certains produits qui offrent malgré tout des espérances de gains sur la durée qui sont positives. Euh, on, peut, on peut se retrouver en territoire négatif, et si on n'a pas compris pourquoi on peut s'y retrouver, ça peut créer de la frustration et de se dire, in fine, bah, l'épargne, c'est pas fait pour moi. Mm. C'est dommage parce que celui qui épargne s'enrichit malgré tout. Hein. Si on prend l'exemple d'une personne euh, qui investit pendant 10 ans et une personne qui n'investit pas pendant 10 ans, il y a quand même une très forte probabilité pour que celui qui a investi soit plus riche à la fin de l'opération par rapport à celui qui n'a pas investi. Donc, Oui. il faut quand même se dire ça et de se dire qu'il faut bien comprendre ce dans quoi on investit. Comme ça, il n'y a pas de frustration, pas de déconvenue et on assume une potentielle baisse de son investissement. Donc l'essentiel, c'est déjà de le faire, en fait, de se L'essentiel, lancer. c'est de le faire, de comprendre pourquoi il faut le faire et Mm. surtout de, de, de mettre de côté les idées reçues qui sont souvent l'épargne, ce n'est pas fait pour moi, j'y comprends rien, donc je n'y vais pas. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés pour accompagner un investisseur dans cette démarche-là, pour bien lui expliquer ce qu'est l'épargne, bien expliquer les supports d'investissement, bien définir avec lui quels sont les objectifs de mon investissement. Donc ça, il faut vraiment passer le pas. Et également de se dire, l'autre idée reçue, c'est de se dire, je n'ai que 50, je ne mets que 50 euros de côté par mois, ou même 30 euros. De fait, l'épargne n'est pas faite pour moi parce que je n'ai pas assez d'argent. Ça Mm. également, c'est faux. Aujourd'hui, bon nombre de produits sont conçus justement pour venir répondre à la problématique de ces personnes-là et de se dire, bah, voilà, j'ai des produits qui me permettent aujourd'hui de venir investir 30 euros, 50 euros par mois. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire, nous, sur moneyone.fr, lorsqu'on
lorsque on lance un produit, c'est de se dire, parce que démocratiser l'épargne, c'est notre objectif, notre principal objectif. Oui. Maintenant, encore faut-il avoir les produits qui permettent de démocratiser l'épargne. Et à chaque fois qu'on sort un produit, justement, on essaye de se creuser la tête en se disant, bon ben voilà, il faut que ce produit puisse répondre à la problématique de chacun, et notamment à l'entrée. On ne veut pas que nos produits, je dirais, trient les investisseurs du coup à l'entrée avec un tri qui se fait sur le prix. Euh, donc c'est important d'avoir des produits qui permettent à tout à chacun de venir s'exposer à l'épargne. Et une fois de plus, je dirais que l'exemple que tu prenais tout à l'heure sur l'inflation et les taux qui sont bas, eh bien ce contexte-là rend l'épargne encore plus intéressante. Parce que si on laisse son argent sur son compte en banque ou sur le livret A, comme tu le disais, si l'inflation progresse et continue de progresser, eh bien je pourrais acheter moins de choses avec ces mêmes 1000 euros au bout de X années. Donc Oui. de fait, s'intéresser à l'épargne, c'est se dire également, je vais venir m'enrichir à travers cette épargne-là. Donc effectivement, il faut franchir le pas parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui permet de le faire, et deux, bon nombre d'acteurs, MoneyOne.fr en est un, mais il y en a également d'autres qui permettent justement de trouver des produits qui sont accessibles, et faciles à comprendre, entre guillemets. Alors justement, parlons-en. Un des produits de MoneyOne, c'est la Oui, SCPI. Donc moi, j'ai totalement découvert la SCPI grâce à MoneyOne, du coup. d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est la SCPI? Alors, la SCPI, c'est Société civile de placement immobilier. Oui. Et donc, c'est un produit à travers lequel les investisseurs vont pouvoir s'exposer donc à l'immobilier. Mais l'immobilier sous toutes ses formes. Et généralement, et nous, l'expertise justement de notre actionnaire, qui est donc ce gestionnaire d'actifs qui s'appelle La Française, lui, son expertise, c'est l'immobilier de bureau. Donc, à travers les SCPI que distribue MoneyOne, vous allez pouvoir venir vous exposer à un parc immobilier, entre guillemets, de bureaux. Alors, je m'explique. Euh, moi, j'aime bien généralement faire le parallèle avec un investissement locatif, par exemple. Même si ce sont deux marchés qui sont complètement différents, le marché du bureau et le marché de l'habitation sont deux marchés bien différents qui répondent à des codes différents et donc à une valorisation différente. Mais pour schématiser et le rendre le plus simple possible, une SCPI, c'est comme si j'achetais un appartement et que je venais mettre un locataire dedans pour pouvoir toucher les loyers que va justement me donner mon locataire. Sauf qu'au lieu de le faire sur un appartement avec un locataire, la SCPI va venir le faire en achetant une multitude de tours d'immeubles. Alors ça peut être des immeubles Paris, Boulevard Haussmann, ça peut être des immeubles à la Défense, ça peut être des bureaux, d'autres immeubles de bureaux à Lyon, etc., puisqu'on va venir justement se diversifier au maximum. D'accord. Et l'objectif va être justement d'attirer des locataires, et les locataires vont nous payer un loyer, et nous, notre boulot, ça va être, enfin, pas chez MoneyOne, mais le boulot du gestionnaire d'actifs, donc la Française, va être de bien gérer l'ensemble de ces locataires et l'ensemble de ces loyers pour le redistribuer à nos investisseurs. D'accord. Donc c'est comme si j'avais une part de ce parc immobilier. Immobilier, tout à fait. Celui qui investit dans de la SCPI devient, entre guillemets, copropriétaire d'une multitude de mètres carrés de bureaux à Paris, en France ou même ailleurs, puisque aujourd'hui on se diversifie même en Europe sur ce type de produit-là. Et donc on va en contrepartie délivrer un titre de propriété à nos investisseurs qui vont être propriétaires de X% des immeubles de la SCPI. Sympa.
en fait, on peut être propriétaire sans vraiment... Parce que En ça, j'ai fait, trouvé ça super intéressant on parce que aime quand bien on dire, est... c'est que tu peux devenir propriétaire sans les, je dirais, les galères de la propriété. Oui, c'est Parce ça. que j'achète un appartement, je mets un locataire dedans. Le ballon de chaude pète, eh bien, je dois le payer. Tous les travaux, je dois les payer. Encore pire, mon locataire ne me paye pas. Je me retrouve dans une situation qui est relativement compliquée parce que si j'ai un crédit en face qui m'a permis d'acheter cet appartement et que le locataire ne me paye pas, eh bien, je dois faire face à ces mensualités. Eh bien, la SCPI va vous permettre de bénéficier, je dirais, des avantages de l'immobilier, donc toucher ses rendements et ses loyers, sans en avoir la gestion, puisque c'est l'asset manager qui va prendre en charge cette gestion, en contrepartie évidemment de frais de gestion. Mais ça a également ces bienfaits-là. Et typiquement, si on a un locataire qui ne nous paye pas, étant donné que je vais avoir des milliers de locataires, le risque que je vais prendre sur le non-paiement des loyers est encadré du fait justement, et c'est le principal atout de la SCPI, ça va être la mutualisation du risque et la diversification qu'on peut avoir au sein de ce produit-là. Donc la perte, en fait, si quelqu'un ne paye pas son loyer, elle est compensée par les autres revenus des loyers Exactement. des autres... D'accord. Exactement. Exactement. Il y a plein d'indicateurs que vous retrouvez sur le site et sur les fiches produits qui vous permettent justement d'appréhender le risque que vous pouvez prendre sur du non-paiement de loyer, par exemple, ou sur d'autres notions. Et en tout cas, on a une équipe de commerciaux qui sont à l'écoute des clients pour justement parcourir et expliquer au mieux ce qu'est la SCPI pour ceux qui souhaitent s'y intéresser et pourquoi pas s'y exposer. Et donc, elle apporte, il y a plusieurs, je dirais, avantages à à la SCPI. Euh, la diversification et la mutualisation du risque est indéniablement un des avantages de ce produit. D'accord. Donc la diversification, en fait, on en parlait justement quand on a préparé le podcast ensemble. Mmh. Je t'ai posé justement la question du est-ce qu'en ce moment c'est bien d'investir avec le Covid? Et du coup, tu m'as parlé de quelque chose de très intéressant qui était qu'il fallait bien choisir du coup les endroits où étaient investis, enfin comment dire, les locations, dans quel Oui. domaine elles étaient. C'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, mais avec la pandémie, euh, bon nombre de commerces aujourd'hui restent fermés. Mm. Donc, celui qui a investi sur des commerces, sur des murs de commerce, hein, pieds d'immeubles pour tout type d'activité possible et imaginable, si le commerçant ne peut pas ouvrir, il va avoir du mal à payer son loyer, par exemple. Alors, il y a des aides d'État qui se sont mises en place, etc., etc. Mais en tout cas, on peut se dire qu'on est sur un secteur qui va être fortement impacté par rapport à celui du bureau, par exemple. Euh, c'est vrai que la question qui nous est posée sur l'immobilier locatif de bureau, justement, ça va être avec l'émergence du télétravail, est-ce que le bureau va être totalement, je dirais, rayé de la carte. Oui. Donc, de fait, est-ce que mon investissement qui était, euh, au moment où j'ai investi, un investissement qui semblait relativement sécure, est-il devenu très risqué avec l'émergence du télétravail? Ça fait également partie des questions qu'on nous pose de manière récurrente aujourd'hui. Alors, la réponse est bien évidemment non, euh, parce que le télétravail n'est vraiment pas une fin en soi. Hein. C'est quelque chose qui existait, mais qui a émergé avec la pandémie Covid-19. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que le télétravail va s'imposer à toutes les entreprises et que toutes les entreprises vont renoncer à leur immeuble de bureau. Donc il faut également avoir ça en tête. Ça fait partie. Ça fait, pour vous donner des chiffres, les télétravailleurs en France, avant la crise, c'était 7% à peu près D'accord. de télétravailleurs. Durant la crise, on est passé à 27%. Et après la crise, donc fin 2020, on est redescendu à 14%. Donc effectivement,
tu vas me dire, ça fait quand même le double d'avant-crise. Maintenant, on voit que ce chiffre est en train de diminuer de mois en mois parce que le télétravail, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des entreprises qui ont besoin d'avoir leurs salariés sur place. Et quand on regarde également l'impact de cela sur je dirais, la totalité des loyers perçus, donc ça c'est un très bon indicateur pour nous et sur le risque que l'on a avec la SCPI, c'est de se dire voilà, là avec cette crise-là, les locataires de mes bureaux ne vont pas pouvoir payer leur loyer parce qu'ils ont justement une baisse de leur activité et donc de fait ils vont avoir du mal à payer les loyers. Eh bien, on voit que sur la durée, et même sur l'année 2020, on a un taux d'encaissement qui est vraiment très bon. Et en tout cas, d'ailleurs, les performances des produits sont d'ailleurs officielles. Et sur tous nos produits, on a maintenu, sur la quasi-totalité de nos produits, il y a un produit qui a été impacté, une SCPI qui a été impactée. Sur les autres, on a maintenu le prévisionnel de rendement sur l'année 2020. Donc, c'est un produit qui a su, je dirais, qui a su absorber ce contexte particulier, parce que justement la typologie de nos actifs était tournée plus sur le bureau que le commerce, par exemple. Et c'est vrai que les investissements sur des murs de commerce, dans le temps, il peut y avoir quelques déconvenues, parce que, et d'ailleurs, le gros, entre guillemets, de la crise n'est pas forcément derrière nous, mais devant nous, puisque lorsque les commerçants vont devoir payer, je dirais, les prêts garantis par l'État, D'accord. ils peuvent... et ça va être du cash à sortir pour eux. Si l'activité économique ne reprend pas et que le business ne reprend pas pour ces commerçants, on peut se retrouver, je pense au commerce pur, je pense aux restaurateurs, je pense au secteur hôtelier, exactement, par exemple. Il peut y avoir dans les mois, années à venir, des déconvenues en fonction du secteur d'activité. Et nous, on est très investis sur le secteur du bureau, à plus de 80%. Donc, on est sur des actifs et sur une typologie d'actifs qui a très, très bien résisté et qui, je n'ai pas de boule de cristal, mais qui, en tout cas, a montré par le passé sa capacité de résistance dans je dirais, dans des zones de turbulence. Et d'où, du coup, l'importance d'avoir un portefeuille diversifié, que ça soit à l'interne de la société d'investissement ou que ça soit nous-mêmes, du coup, de diversifier nos investissements. Exactement. Le bureau, effectivement, est une des stratégies qui fonctionne bien. Maintenant, dans votre allocation, vous pouvez faire une allocation sur la SCPI, en faisant X% de bureau, X% de commerce, X% sur des SCPI d'habitation qui existent également. Donc, ça vous permet en tout cas de faire une diversification qui est complète. Et d'ailleurs, il faut se diversifier le plus possible. Et ça, par exemple, c'est vous, par exemple, si moi je mets, admettons, 3 000 € dans un fonds SCPI, oui. Ça, c'est vous, du coup, avec la société de gestion La Française, qui allez décider où est-ce que vous investissez l'argent, et moi, j'ai juste à attendre, en fait. Tout à fait. Alors, c'est juste à attendre, oui, le rendement inclus dans la SCPI. Donc, les SCPI, pour vous donner un aperçu, des rendements SCPI, nous, en fonction de nos produits, ça va de 4 à un peu plus de 5% de rendement. D'accord. Et donc, justement, la société de gestion, donc il y a des SCPI qui vont être investis majoritairement en France sur du bureau. Il y a d'autres SCPI qui vont être investis majoritairement en Europe, parce qu'il va y avoir des stratégies différentes. Et donc, en fonction également de la SCPI qu'on choisit, eh bien, il va y avoir des typologies d'investissement qui vont être différentes. Et c'est justement le gestionnaire d'actifs qui a défini en amont le cadre de risque et la typologie d'actifs sur lesquels il souhaite investir. Et donc, la société de gestion va justement, c'est son boulot, elle va investir
l'argent collecté dans des actifs qui correspondent aux objectifs qui ont été prédéfinis par ce produit. Et la SCPI vous distribue, on parlait tout à l'heure de rendement sur le livret A et de la récurrence justement de ces rendements. Et donc la SCPI, elle, va venir distribuer tous les trimestres les loyers perçus à ses investisseurs. Donc 4 à 5% de rendement environ, à peu près. Voilà, exactement. D'accord. Ok. Et donc c'est pour ça que nous, on met en avant ce produit-là, parce qu'on est dans un cadre de risque propre à celui de l'immobilier. Pourquoi également l'immobilier est un produit qui est fortement apprécié par les épargnants. Généralement, hein, les épargnants, j'en entends beaucoup moi, autour de moi qui me disent moi j'ai acheté un petit appartement dans lequel j'ai mis un locataire parce que c'est sûr, c'est de la pierre, j'y crois fort. Je ne pense pas que le marché de l'habitation va perdre de l'argent. Et bien parce que ce qui est intéressant sur la SCPI, c'est qu'on va répliquer, je dirais, les codes de l'immobilier en diversifiant au maximum l'investissement et y apporter un rendement qui, dans ce cadre de risque-là, est intéressant. Et là, le rendement du coup que tu me dis, Oui. c'est un rendement qui est compté avec les frais imputés ou sans les frais de gestion? Alors, c'est un rendement qui est net de frais quand je parle de ces D'accord. 4 à 5%, oui, tout à fait. Et les frais vont être calculés sur le prix de part. Donc, prenons un exemple. J'ai une SCPI dont la part vaut 1 000 euros et qui a 8% de frais. Eh Oui. bien, je vais supporter ces frais au moment de la revente. Donc, avec 8% de frais, quand je vais revendre mes parts de SCPI, je vais les revendre 920 euros du coup. Et donc, j'aurai supporté ces frais au moment de la revente. Et donc, d'ailleurs, c'est sur ces frais-là que MoneyOne décide d'en rendre une partie à ses investisseurs. Et donc, voilà, en moyenne, nos SCPI sont chargés à hauteur de 8% de frais. La durée de détention conseillée est de 10 ans. Donc, quand on lisse ces 8% de frais sur 10 ans, eh bien, c'est totalement absorbable par rapport au rendement de ce produit-là. Et puis, si on se compare avec de l'immobilier locatif, par exemple, un notaire, il va vous prendre environ 7% de frais à l'entrée si vous achetez un appartement. Là, vous êtes à 1% supplémentaire sur la SCPI qui, sur une durée de 10 ans, est totalement, je dirais, amortissable avec un rendement qui est de l'ordre de 4 à 5%. Mais sur ces 8% de frais, nous, MoneyOne, on décide d'en rendre 2% à l'investisseur pour Sur les l'accompagner. 8% en fait. Exactement. Si tu D'accord. mets 1 000 euros, eh bien, on va venir te rembourser 2% de ces 1 000 euros. D'accord. Ok. Bon bah c'est très intéressant parce que c'est vrai que quand moi pour ma part je suis entrepreneuse et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont entrepreneurs et qui Oui, voilà au début quand ils se lancent on parle beaucoup d'investissement dans l'immobilier parce que oui, voilà c'est vrai. c'est très populaire sauf que les banques n'apprécient pas trop le mode de vie quoi enfin le mode de rémunération et donc de ce que je sais, il faut un minimum de 3 ans de bilan comptable qui soit assez quand même intéressant pour Oui, pouvoir demander un prêt bancaire si oui, on veut, bon, que ça soit prendre une maison pour nous, mais si on veut aussi investir dans l'immobilier locatif. Donc ça, voilà, c'était intéressant du coup de le connaître parce que ça nous permet, même qu'on soit entrepreneur ou pas, de pouvoir investir dans l'immobilier. tout à fait. Qu'on soit entrepreneur, effectivement, euh, ou même qu'on soit, je dirais, primo-accédant, entre guillemets. Je prends l'exemple de Paris parce que j'y vis et que je connais un petit peu le marché immobilier. Quand on voit la valorisation euh, du mètre carré à Paris, eh Mm. bien, il est difficile, ou en tout cas celui qui n'a pas un apport conséquent, va se trouver dans une situation délicate vis-à-vis de la banque, et la banque ne va pas forcément prêter pour pouvoir faire sa première acquisition et l'acquisition de sa résidence principale. Et la SCPI, justement, est un produit qui permet de s'exposer au marché de l'immobilier
avec des niveaux à l'entrée qui sont beaucoup plus abordables. Et en plus de ça, la SCPI également peut s'acquérir à crédit. Et il est fortement intéressant. On parlait tout à l'heure de la résultante des taux bas. Eh bien, ça se traduit également par les taux d'emprunt qui sont faibles aujourd'hui. Et donc, le fait Oui. d'acheter ce type de produit-là à crédit va vous permettre de faire ce que l'on appelle un effet de levier. Donc, je vais emprunter à hauteur de 2%, par exemple. Eh bien, je vais investir ces 2% sur un produit qui m'en rémunère 4. Et donc, de fait, je vais venir faire fructifier l'argent que j'ai emprunté à 2% sur un produit qui m'en rémunère 2 fois plus. Donc, je vais me constituer un capital euh, avec justement l'argent emprunté grâce à cet effet de levier. Et donc, la SCPI répond parfaitement à cette problématique-là. D'accord, oui. Oui, c'est ce qu'on dit dans l'investissement immobilier où on gagne de l'argent tout de suite, juste après juste après le lancement en fait de la mise à disposition de notre investissement en fait. Tout à fait. Ouais, d'accord, ok. Bon bah super, c'est quelque chose qui est génial à connaître. Oui, Euh, Merci d'avoir répondu à toutes ces questions sur l'investissement. bah de rien. Avant, avant de terminer ce podcast, Oui, euh, en fait, j'aurais eu beaucoup d'autres questions à te poser, mais je pense que sinon on en aurait pour 2 jours, parce que c'est vraiment un nouveau monde pour moi. Il y a tellement de choses à comprendre et c'est surtout aussi les termes au départ qui sont, voilà, il faut intégrer les termes et après on arrive à intégrer la globalité des discours de tout le monde. Mais bon, je suis convaincue que du coup ça aura aidé pas mal de personnes qui veulent aussi se lancer dans ce domaine-là. bah, c'est parfait. Mais du coup, avant de terminer ce podcast, j'aime beaucoup avoir voilà, des informations hyper pratiques et simples qui viennent de l'expérience de la personne qui est au micro de Madame Fauché. D'accord. Et j'aurais aimé savoir, toi de ton côté, Antoine, comment est-ce que tu as commencé à apprendre le domaine de l'investissement et comment au quotidien, j'imagine de par ton métier aussi, mais comment au quotidien tu te tiens informé et où est-ce que tu vas chercher les informations qui te paraissent pertinentes et vraies. Alors, euh, pour être totalement transparent avec toi, euh, le sujet de l'épargne, je l'ai assez vite appréhendé puisque bah, je me suis spécialisé et mes études euh, m'ont guidé, je dirais, m'ont guidé dans cette Oui, démarche-là. Et j'ai pu apprendre justement les différents produits et comment les appréhender je dirais, dans mon cursus scolaire. d'accord. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, Alors, est-ce que, euh, pardon, tu peux nous rappeler quel type d'études c'était pour les personnes alors qui j'ai nous fait écoutent qui une aimeraient école se de relancer? commerce très, très classique. Et après, je me suis spécialisé dans justement la gestion d'actifs en faisant un Voilà. master spécialisé dans la gestion d'actifs. Donc, c'est une thématique que j'ai appréhendée durant mes études, mais je dirais au quotidien aujourd'hui, bah, il faut effectivement, alors, il faut s'y intéresser, même si ça botte pas tout le monde. Hein. C'est des sujets qui peuvent être parfois fastidieux Mm. pour certains, et je le comprends parfaitement. Euh, Maintenant, il faut, je dirais, comment je vois l'épargne et comment l'appréhender, il faut le voir comme un vrai complément de revenus. Se dire que ben, je suis éligible à l'épargne d'une manière générale. Euh, et les sources d'information, il faut pas hésiter à aller sur les sites spécialisés, il ne faut pas hésiter à lire la Lesquels, par presse. exemple? Toi, tu utilises quel type de site spécialisé? Alors typiquement bah, sur les produits SCPI, je vais sur moneyone.fr parce D'accord. que où, c'est là où je sais où je vais trouver l'information par rapport aux produits que j'ai achetés.
Et ensuite, il faut se référer, je dirais, au site qui commercialise ou à l'entreprise à travers laquelle j'ai pu acquérir des produits d'épargne. Mais vous avez plein de des sites Boursorama est très complet et vous donne un niveau d'articles très intéressant. La D'accord. plupart des sites, également des distributeurs, ont également des blogs. Donc, typiquement, moneyone.fr, on a un blog sur lequel on traite tous les sujets de l'épargne. La SCPI, l'assurance vie, la fiscalité de chaque produit, pourquoi ce produit est fait pour moi, pourquoi il n'est pas fait pour moi, les avantages et les inconvénients. Il faut se nourrir, je dirais, de ces informations. Et cela permettra d'avoir je dirais un niveau de connaissance suffisamment, entre guillemets, important et permettant justement à tout à chacun de se poser les bonnes questions autour de l'investissement. Ok, super. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner à toutes les personnes qui nous écoutent, dans toi, ce que tu vois au quotidien, du coup, que ce soit ta vie personnelle, ton expérience, et de par les clients de MoneyOne, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent sur la gestion de leur argent? Alors, le meilleur conseil dans la gestion de l'argent, c'est et ça c'est vraiment important, bien comprendre ce dans quoi je vais investir. Oui. Pour ne pas créer justement de frustration, comme on a pu l'expliquer auparavant. Bien définir le cadre de risque dans lequel je m'inscris. Ça, c'est également important. Et le plus important de tout, être diversifié et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vraiment diversifier son investissement et de se dire que il est préférable de multiplier des prises de position plutôt que de tout mettre sur un seul et même support d'investissement. Ok, entendu, je prends note. Alors, on arrive à la dernière question, Okay. qui est une question que je pose à tous mes invités. Et en fait, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et c'est une phrase qui reste en tête pour moi chaque jour. Pour toi, c'est quoi mettre l'argent au service de ses ambitions? Mettre l'argent au service de ses ambitions, eh bien c'est pour moi à titre perso, c'est de me dire que je vais pouvoir jouir du fruit de mes investissements à terme et justement me faire entre guillemets un plaisir ou de me dire que j'ai réussi mon investissement quand j'ai rempli euh, l'objectif que je me suis imposé à l'initial et au moment d'investir. Euh, Être au service de ses ambitions, ça peut être ça peut être j'ai comme objectif de préparer les études de mes enfants. Eh bien, mon ambition, enfin, le résultat va être ça, et donc mettre l'argent au service de cette ambition-là, ça va être d'encadrer justement mon investissement et, et de définir comment je vais arriver au financement des études de mes enfants. Donc ça, je vais définir un cadre de risque et je dirais, me discipliner et appliquer ce cadre que je me suis prédéfini dans mon investissement pour, in fine, répondre à mon objectif. D'accord. Ok, super. Merci Antoine. De rien, merci beaucoup à toi Laura et j'espère que j'ai été le plus clair possible et que j'ai pu apporter beaucoup de réponses à tes questions. Beaucoup de réponses. C'est effectivement ça. Merci de t'être prêté au jeu. J'imagine que quand on est Avec dans ce plaisir. domaine-là, c'est un exercice assez challengeant d'utiliser des termes pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le métier chaque jour. Oui. Et je suis sûre que ça pourra aider du monde. Ça m'a beaucoup aidé. Du coup, je vais mettre dans la description le lien pour accéder à MoneyOne. Okay. Où est-ce que toi, on peut te retrouver si on a des questions à te poser? Peut-être que... Par mail sur mon mail ou directement sur LinkedIn. Donc mon mail c'est aferayan, aferahian, @la-française.com.
Ok, parfait. Je mettrai tout ça dans la description. Ça marche. Merci à toi, Antoine. De rien. Vraiment, À de très rien, bientôt. c'est un plaisir. Un plaisir partagé. Ça marche. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire ou à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. Mon nom est Madame Fauché, comme le nom du podcast. Je souhaite encore une fois remercier Antoine pour cette discussion et pour avoir tenté de répondre à mes questions de la façon la plus simple possible. Donc merci pour ça. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à partager cet épisode autant que possible pour que chaque personne qui soit intéressée par l'investissement et qui ne sache pas vraiment comment s'y prendre puisse avoir les réponses qu'elle recherche. Pour me soutenir, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire. Je les lirai tous un par un, ou vous pouvez venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.